Imaginez un peu la scène. Une armée de guerriers immenses, hurlant à s'en arracher les poumons, qui chargent les légions romaines en étant, et ça c'est le détail qui tue, complètement nus. Ah ouais, la vision de cauchemar absolu. Mais carrément. Leurs corps sont couverts de peinture de guerre, ils ont de la chaux qui raidit leurs cheveux, comme des points de blanche, et il y a ce vacarme des trompes de guerre qui fait littéralement trembler le sol. C'est vrai que pour les soldats de l'Antiquité, ça devait être terrifiant. Mais totalement. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, quand on évoque le mot celte, notre esprit dérive souvent vers un imaginaire beaucoup plus doux, quoi. Ouais, on pense tout de suite aux brumes d'Avalon, à la poésie. C'est ça, les légendes arthuriennes, Merlin l'Enchanteur avec sa longue barbe, ou la romance tragique de Tristan Isolde. Ce qui est une image très romantique, en fait. Complètement. Mais la réalité historique qui ressort des sources de notre exploration du jour, elle est infiniment plus brutale. Et paradoxalement, beaucoup plus complexe et fascinante. C'est un contraste énorme. On est face à un peuple qui est à des années-lumière de cette image pacifique. Les textes antiques et l'archéologie, en fait, ils nous décrivent des combattants d'une turbulence inouïe. Ouais. Des gens imprégnés d'un mysticisme super profond. Je veux dire, on parle d'hommes et de femmes qui ont fait trembler la grande République romaine quand même, hein. Ce qui n'est pas un mince exploit. C'est clair. Ils sont même allés jusqu'à piller le sanctuaire de Delphes, en Grèce. Et malgré tout ça, on les connaît très mal. Et c'est précisément pour ça que la mission de cette immersion est fondamentale. On va plonger dans le travail de J.A. Mauduit. C'est un immense spécialiste français de la préhistoire, qui a écrit ce livre, L'épopée des Celtes. Un ouvrage de référence, ouais. Absolument. Et le but aujourd'hui, c'est de dépasser le mythe, de comprendre comment ce peuple, qui avait l'air si instable, si incapable de former un empire classique avec des vraies frontières, a en fait forgé ce que l'auteur appelle l'âme commune et la culture de l'Occident. C'est un sacré programme. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Parce qu'en lisant les premiers chapitres, personnellement, j'ai eu un vrai choc. On grandit tous avec cette idée que les Celtes, c'était une sorte de grande famille génétique, genre ils se ressemblaient tous physiquement, mais les ossements, ils racontent une histoire complètement différente, non? Ah, mais totalement différente. En fait, pour bien comprendre, il faut déjà détruire une idée reçue super tenace qui date du 19e siècle. Ouais, le fameux mythe de la race celte. C'est ça. Des penseurs comme Ernest Renan, à l'époque, ils étaient persuadés que les Celtes formaient une race. Donc, un groupe physique homogène avec un ADN précis, des traits biologiques spécifiques. Le grand blond aux yeux bleus, par exemple. Voilà, le cliché classique. Sauf que l'archéologie moderne, quand elle fouille les sépultures, elle prouve exactement l'inverse. Quand on regarde les crânes dans ces tombes, c'est un brassage biologique hallucinant. Genre, il y a tout. De tout. Dans un même cimetière estampillé celte, on va trouver des individus très grands avec des crânes allongés, ce qui est typique des populations nordiques, et juste à côté, dans la tombe voisine, des individus beaucoup plus petits, trapus, avec des crânes ronds. Ah ouais. Et ces crânes ronds, leurs ancêtres venaient d'Asie mineure ou des grandes steppes. Donc en fait, ce n'est absolument pas la génétique qui définit un celte. Pas du tout. C'est purement culturel. C'est le fait d'être uni par une langue indo-européenne commune, qui s'est développée dans un environnement ultra rude. Ouais, parce que géographiquement, si on regarde la carte, le berceau celte, c'est pas la Bretagne ou l'Irlande au départ. C'est l'Europe centrale, vers la Bohême et la Thuringe actuelle. Exactement. Et le livre de Mauduit insiste beaucoup sur le climat. Parce que, tu vois, en Méditerranée, tu as ce soleil, ce climat clément, qui invite à la philosophie, à se poser. Ouais, on s'imagine bien en toge, en train de discuter sous un olivier. C'est ça. Mais le berceau celte, c'est tout l'inverse. C'était une lutte de tous les instants. T'avais la fameuse forêt hercynienne. Ah oui, cette forêt immense, sombre. Terrifiante même. Elle s'étirait sur des milliers de kilomètres. Il fallait survivre à des hivers de dingue, se battre contre des marécages, des crues. Et c'est cette lutte contre la nature qui a soudé ces populations très différentes. Du coup, en essayant de visualiser cette mécanique, je me suis fait une petite analogie. Je me disais que la culture celte, ça fonctionnait un peu comme une franchise, ou encore mieux, comme un système d'exploitation informatique. Ah, un système d'exploitation? Ouais, genre, c'est pas le matériel qui compte, c'est le logiciel. N'importe quel groupe humain, qu'il soit composé de grands chasseurs scandinaves ou de petits agriculteurs du Sud, il pouvait télécharger ce mode de vie. C'est une super métaphore. En gros, tu adoptes la langue, l'artisanat, les croyances et cette espèce de fureur de vivre, et boum, tu deviens celte. Peu importe d'où viennent tes arrière-grands-parents. C'est très juste, oui. Même si, faut avouer que ce téléchargement se faisait pas toujours en douceur ni pacifiquement. Ouais, j'imagine qu'il y avait quelques coups d'épée dans le processus. Un peu, oui. Mais
Cette capacité d'assimilation, c'est vraiment le cœur de leur rayonnement. Les empires classiques, ils étaient très rigides, très fermés. Les Celtes, eux, ils avaient une curiosité insatiable pour l'autre. Surtout pour les Méditerranéens, d'ailleurs. Absolument, ils commerçaient beaucoup et ils absorbaient tout. Ils prenaient les innovations étrangères, ils y mettaient leur propre patte esthétique, et ensuite ils diffusaient ça partout en Europe. C'étaient les vrais intermédiaires de l'Antiquité. D'accord, mais un système d'exploitation culturelle, pour reprendre l'idée, ça s'impose pas sur tout un continent juste avec des belles paroles. Il faut un avantage matériel massif. Et c'est là qu'on arrive à la technologie. Voilà. Et la source de Mauduit là-dessus, elle est bluffante. On parle d'une révolution industrielle avant l'heure, avec la maîtrise de la métallurgie. Oui, le passage du bronze au fer. Il décrit un basculement entre la civilisation de Holstatt et celle de l'Athènes. Ce sont des noms qu'on voit parfois sur des cartels au musée, mais concrètement, sur le terrain, ça ressemble à quoi? Alors, pour faire simple, Holstatt, c'est le premier âge du fer. On est environ entre 800 et 450 avant notre ère. À ce moment-là, la société, c'est surtout une aristocratie de pasteurs, souvent nomades ou semi-nomades. D'accord, donc il bouge beaucoup. Oui, et leur richesse, elle vient de l'élevage, mais surtout du sel. C'étaient des seigneurs de la guerre qui aimaient le luxe. D'ailleurs, quand ils mouraient, on les enterrait sous d'énormes tumulus, Genre des collines artificielles entières. des collines géantes, avec leurs chars de parade, des bijoux en or, leurs chevaux. Mais après, il y a ce fameux glissement vers l'Athènes, le second âge du fer. Et là, c'est la révolution totale. Le fer se démocratise. Et ce qui est dingue, c'est la façon dont ils trouvent ce fer. Parce qu'ils ne le font pas importer d'Orient à prix d'or, non, ils l'extraient directement de leur marécage. Le fameux fer des tourbières. C'est ça. Ils repéraient de la boue rougeâtre dans les marais, la récoltaient, la faisaient sécher, puis ils la cuisaient dans des petits fourneaux d'argile. C'est un peu de l'alchimie quand on y pense. C'est très ingénieux. Et ça a tout changé, parce qu'ils n'ont pas juste fait des épées avec ce fer. Ils ont fait des outils pour la terre. La charrue à soc de fer. Exactement. Et ça, c'est un point de bascule pour l'Europe entière. En Méditerranée, la terre est légère, sèche. T'as juste besoin d'un bout de bois, un arère pour gratter la surface. Ouais, un outil en bois suffit largement. Mais dans le nord et l'ouest de l'Europe, la terre, elle est lourde. Elle est argileuse, gorgée de flotte, pleine de grosses racines. Si tu mets un outil en bois là-dedans, il casse direct. C'est clair. Donc, en inventant cette lourde lame en fer, ce soc, ils arrivent enfin à fendre et retourner ces terres lourdes. Ils domptent le paysage. En fait, c'est carrément l'invention du paysan. T'es plus en train de courir après tes troupeaux, tu t'ancres physiquement dans le sol. Ils se mettent à déboiser, à tracer de grands champs réguliers. Et ça change même leur religion. Bah oui, parce que le dieu nomade, le totem qui bougeait avec la tribu, il est remplacé par des dieux fixes liés à un territoire. On se met à prier une source locale, un vieux chêne, une colline en particulier. Le temple local est né. Et même la mort s'adapte. Fini les grands tumulus ostentatoires de Hallstatt. Avec l'Athènes, on passe à de grands cimetières plats. C'est plus collectif, plus discret. C'est l'image d'une société plus sédentaire, oui. Mais là, moi j'ai envie d'appuyer sur pause. Parce que, en toute logique, notre auditoire pourrait se dire « Attends, une minute. Si l'adoption du fer en a fait de bons paysans bien ancrés dans leur village, avec leurs champs et leurs sources sacrées, pourquoi c'est exactement à ce moment-là qu'ils deviennent la terreur de l'Europe? C'est le grand paradoxe. Bah ouais. La sédentarité, le confort de la ferme, ça aurait dû les calmer, non? On n'a pas envie d'aller se battre à des milliers de kilomètres quand on a une super récolte de blé à moissonner. Sur le papier, oui. Mais Mauduit explique super bien la mécanique qui s'est enclenchée. C'est la mécanique de la prospérité. L'agriculture ne les a pas calmés, elle a financé leurs ambitions. Ah, l'argent est le nerf de la guerre. Toujours. La maîtrise du fer, l'exploitation du sel et surtout l'explosion du blé, ça a généré des surplus de nourriture énormes. Et qui dit population très bien nourrie, Dit explosion démographique. exactement. D'un coup, les villages débordent de jeunes hommes super vigoureux, en pleine forme, qui veulent leur part de gloire. Sauf que la terre cultivable, il n'y en a pas à l'infini pour tout le monde. Donc on a une surpopulation de jeunes guerriers surarmés. Voilà. L'abondance matérielle, en fait, elle a nourri la machine de guerre. Ils étaient obligés de déborder de leurs frontières pour chercher d'autres terres et de l'or ailleurs. Et ce débordement, c'est un traumatisme absolu pour le monde antique. Quand on lit les descriptions dans la source, on dirait littéralement un concert de heavy metal couplé à une guerre psychologique.
C'est exactement ça, la théâtralité de la guerre chez les Celtes. Les Romains ou les Grecs, eux, ils étaient super stricts. Des formations géométriques parfaites, du silence dans les rangs. Et là, ils voient arriver cette marée humaine. Les Celtes utilisaient le bruit comme une arme de destruction massive, non? Oh oui, ils avaient ces immenses trompes de guerre, les fameux carnix. C'était de longs tubes en bronze, souvent surmontés de têtes d'animaux, genre des têtes de sangliers avec des mâchoires articulées. C'est fou, ça. Et le son qui sortait de là, c'était un hurlement rauque, déchirant, qui prenait aux tripes. En plus, ils accrochaient des clochettes à leur char pour que la charge soit juste un tintamarre indescriptible. Tout est fait pour te briser les nerfs avant même qu'une épée soit tirée. Mais le pire, ou le plus terrifiant pour les Antiques, c'était cette histoire de nudité mystique. Les fameux Gésates. C'est ça. Cette élite guerrière qui retirait tous ses vêtements avant la bataille, ils gardaient juste leur bouclier et un torque en or autour du cou. Les Romains prenaient ça pour de la folie pure, des sauvages. Mais pour les Celtes, c'était hyper sérieux, non? C'était un acte profondément magique. Se dénuder, pour eux, c'était se débarrasser des entraves matérielles pour laisser la fureur sacrée, l'énergie divine, prendre le contrôle total de leur corps. C'est fascinant parce que le livre mentionne une légende irlandaise qui illustre ça à merveille. L'histoire du héros Cuchulainn. Ah oui, l'histoire de la chaleur corporelle. Oui. C'est dit qu'après un combat, la fureur mystique bouillonnait tellement en lui qu'il menaçait de tout brûler autour de lui. Ses potes devaient le choper et le jeter dans un bac d'eau glacée pour le refroidir. Et l'eau se mettait à bouillir, c'est ça? Ouais, l'eau du premier bac entrait instantanément en ébullition tellement il était brûlant. Les douves explosaient, carrément. Il fallait 3 ou 4 bains glacés successifs pour qu'il retrouve une température humaine. Ça montre bien la place de cette transe dans leur psychologie. C'est une mythologie incroyable. Et cette guerre psychologique, elle allait super loin, avec des pratiques ouvertement macabres, comme le culte des têtes coupées. Oui, alors ça, c'est pas juste de la propagande ennemie. Non, l'archéologie l'a complètement prouvé. D'ailleurs, la source parle de la fameuse Tarasque de Nov. C'est une statue terrifiante d'une bête monstrueuse qui tient des crânes humains sous ses pattes. Les Celtes décapitaient les ennemis vaincus qui avaient été valeureux. Et il est ramené à la maison. C'est ça, ils les ramenaient et pour les plus prestigieux, ils les embaumaient avec de l'huile de cèdre. Ces crânes, c'était de vrais trophées spirituels qu'on sortait fièrement pendant les banquets. Pour eux, toute l'essence vitale d'un homme résidait dans cette tête. Mais bon, faut pas s'y touper. Notre auditoire pourrait croire que c'était juste des brutes mystiques, des berserkers qui fonçaient dans le tas en hurlant. En fait, tactiquement, c'était des génies machiavéliques. Très rusé, oui. L'exemple de la forêt de Litana contre les légions romaines, c'est du cinéma. Comment on anéantit une armée romaine sans presque sortir l'épée? On scie des arbres. Ah oui, cette embuscade est légendaire. Ils ont passé des jours en secret à prédécouper la base de milliers d'arbres tout le long du chemin où devaient passer les Romains. C'est un travail de fourmi. Et quand les Romains s'enfoncent dans cette forêt sombre, étouffante, les Celtes, tranquillement cachés à la lisière, n'ont eu qu'à pousser les premiers troncs. Un effet domino cataclysmique. Exactement. Sur des kilomètres, des dizaines de milliers de légionnaires écrasés par un tsunami de bois. C'est brillant et terrifiant à la fois. C'est ce cocktail d'ingéniosité tactique, de puissance pure et de théâtralité morbide qui en a fait les guerriers les plus redoutés de l'Antiquité. Et aussi les mercenaires les plus chers. T'avais des Celtes qui se battaient pour les pharaons d'Égypte ou pour Carthage. Mais c'est quand ils opéraient pour leur propre compte qu'ils ont créé les plus grands traumatismes de l'histoire ancienne. Genre 390 avant notre ère. La prise de Rome. C'est une cicatrice dans l'âme romaine. C'est l'humiliation suprême pour eux. Et la scène décrite par Mauduit est folle. Les sénateurs romains voient que la ville est perdue, ils s'assoient sur leur chaise curule, dans la rue, figés comme des statues, attendant la mort. Les Celtes arrivent, et au début sont super intrigués. Ils pensent presque que ce sont des divinités ou des statues. Voilà. Jusqu'au moment où un guerrier celte, un peu trop curieux, tire la barbe d'un sénateur. Le Romain, fier, lui met un gros coup de bâton sur la tête. Et là, le massacre général commence. Et ça se termine par ce moment culte de la rançon. Le fameux vae victis. Les Romains doivent payer une fortune en or pour que les Celtes partent. Ils se plaignent que les poids de la balance sont faussés, et le chef celte, Brennus, jette carrément sa grosse épée sur la balance en criant « Malheur aux vaincus ». Une arrogance totale. Et ils remettent ça en Grèce quelques décennies plus tard. En 279 avant notre ère, ouais, le pillage de Delphes, le cœur spirituel du monde antique.
Les textes grecs disent qu'Apollon lui-même a dû envoyer la foudre pour les faire fuir. Ça montre bien leur capacité de projection. De l'Irlande jusqu'à la Turquie actuelle, ils étaient partout. Mais ça amène forcément à la grande question. C'est ce que je me disais. Avec une telle puissance, une telle technologie, une démographie incroyable, pourquoi l'Empire celte n'existe-t-il plus sur une carte aujourd'hui? Et la réponse, elle est dans le code de leur propre système d'exploitation. Leur pire ennemi, c'était eux-mêmes. Le Celte est viscéralement individualiste. L'autorité centrale, c'est pas leur truc? Pas du tout. Jules César, qui les a beaucoup étudiés et combattus, il a tout de suite vu cette faille. Dans ses écrits, il raconte que la Gaule est fracturée de partout. Les cités se font la guerre, les petits villages se jalousent, et même au sein des familles nobles, il y a des factions qui s'entretuent. Une vraie mosaïque d'intérêts personnels, incapable de s'unir sur le long terme. C'est ça. Et l'autre facteur que l'auteur appelle la décadence par le confort, c'est qu'ils se sont amollis. Ah, les richesses de la Méditerranée ont fait des ravages. Le vin, l'or, le confort. La rudesse de la forêt hercynienne, c'était un lointain souvenir. Il y a un contraste fou entre les Jersats nus et affamés des débuts et les rois celtes tardifs. La source prend l'exemple du roi Arverne Luerne. C'est hallucinant. Le mec parcourait ses terres sur un char rutilant et il jetait littéralement des poignées d'or et d'argent à la foule qui courait derrière. Il finançait des banquets qui n'en finissaient plus. Et le résultat de cette opulence, on le voit avec son fils, Bitui. En 121 avant notre ère, il va affronter les Romains dans le sud. Bitui se pointe avec un ego surdimensionné, sur un char plaqué or, Avec ses meutes de chiens de guerre. et une armée titanesque de 200 000 hommes. Face à lui, un petit carré de légionnaires romains. Bitui se marre, il dit que les Romains suffiront à peine pour nourrir ses chiens. Et quelques heures plus tard, Son armée de 200 000 hommes est massacrée. taillé en pièces avec une méthode clinique par les Romains. C'est le début de la fin, parce qu'ils se retrouvent pris dans un étau mortel au niveau géopolitique. Oui, souvent on réduit ça à Celtes contre Romains, mais le tableau est plus vaste. Au sud, t'as la machine romaine, froide, implacable. Et au nord, t'as le retour du refoulé. Les tribus germaniques, les Cibres, les Teutons. Qui étaient désespérés et affamés, eux. Exactement. Poussés par les Slaves, chassés par des inondations géantes de la mer Baltique. Ils débarquent avec cette fameuse rudesse primitive que les Celtes avaient perdue. Donc le Celte, il est pris en sandwich. Le marteau germain et l'enclume romaine. Ce qui a poussé certaines tribus celtes à des actes d'un désespoir total. L'histoire des Helvètes est dingue à ce niveau-là. Oui, en Suisse actuelle. Ils se sentent cernés, ils décident de migrer tous ensemble vers l'ouest de la Gaule. Toute la tribu, hommes, femmes, enfants. Mais pour être sûr que personne n'ait un coup de faim ou un coup de blues en chemin, pour empêcher tout retour en arrière, ils prennent une décision folle. Ils brûlent tout. Ils brûlent leur propre ville. 12 villes fortifiées, 400 villages, tout le grain qu'ils ne pouvaient pas porter. Ils anéantissent leur propre patrie. Psychologiquement, c'est vertigineux. Brûler sa propre maison pour se forcer à avancer. C'est là que je me pose la vraie question. Quand on repense à cette incroyable capacité d'assimilation dont on parlait au début, est-ce que leur plus grande force n'était pas, finalement, leur faiblesse fatale? Si, je suis convaincue que c'est ça. Le meilleur exemple, ce sont les Galates. Oui, ces Celtes qui sont partis conquérir l'Asie mineure, en Turquie. Au fil des générations, ils adoptent les coutumes orientales, ils s'habillent à la grecque, ils prient les dieux locaux. Et ils se dissolvent. Ils disparaissent en tant que culture distincte. Rome, pour conquérir, elle coulait du béton. Elle imposait ses lignes droites, ses routes, ses lois écrites, son marbre. Le Celte, par nature, il s'infusait dans les autres cultures. Comme un sachet de thé dans de l'eau chaude, en gros. C'est exactement ça. Du coup, sous la domination romaine, les Celtes n'ont pas été pulvérisés du jour au lendemain, ils se sont simplement dilués dans l'Empire. Ce qui nous mène à la conclusion fascinante de cette plongée dans les sources de Mauduit. Il faut vraiment jeter cette image de Barbara Brutine à sa caverne. Les Celtes ont été les vrais aménageurs de l'Europe. Ah oui, bien avant les voies romaines, ils avaient structuré tout l'espace rural. Mais oui, leur technique pour labourer la terre, ces petits chemins creux qui serpentent en suivant le relief au lieu de faire de grandes lignes droites, même l'emplacement de nos petits villages construits autour des sources d'eau, ils ont modelé notre environnement. C'est un héritage qui n'est pas politique. Vous ne trouverez pas de grands sénats celtes en ruine ou de codes de loi gravés dans la pierre. Leur héritage, il est dans le sol. Dans le paysage européen, littéralement. Dans cette route sinueuse de campagne qui contourne une vieille forêt ou dans le nom ancien de nos rivières. C'est un profond respect spirituel pour le monde naturel. Alors,
quand on y réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Si on fait le bilan, une mystique de l'action, un individualisme farouche, un rejet total de l'autorité rigide et une soif constante d'innovation et de débats passionnés. Ça rappelle des choses. C'est ce que je me dis. Face à l'ordre froid des Romains, est-ce que l'âme celte a vraiment capitulé? Quand on regarde notre monde occidental moderne, ce monde un peu agité, qui veut toujours débattre, qui conteste l'autorité, qui bouillonne de créativité un peu chaotique. La revanche silencieuse des Celtes. Peut-être bien, la revanche de l'esprit celte sur la rigidité romaine. C'est une pensée assez amusante, je trouve, et c'est une réflexion que notre public pourra garder en tête la prochaine fois qu'il traversera un paysage rural, en imaginant peut-être le son lointain d'un carnix derrière une colline. C'est une très belle image pour conclure. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Gardez toujours l'esprit grand ouvert et continuez à creuser sous la surface de l'histoire.